Alors allons-y. Alors bienvenue dans le NO Museum. Donc vous êtes à bord du NO Museum et on vient de transformer. C'est un fauteuil, tu peux t'asseoir dessus. On vient de transformer cette pièce en nooscaf. Donc on fait une expérience de psychomagie, là tous ensemble, et je transforme ce lieu en vaisseau d'exploration de la noosphère, de l'espace noosphérique. Et on va se balader dans l'histoire de l'information. Et on va faire un certain nombre d'expériences de pensée. J'innove un peu là dans cette version du NO Museum. Alors, déjà, je vais passer au niveau suivant. Donc, vous voici, vous êtes à bord du NO Museum. Alors maintenant, du coup, j'improvise un peu, mais l'écran principal, c'est celui-là. Et vous voyez, je tourne, je me déplace, et on est en multicaméra, c'est pour ça que c'est immersif. On vient d'émerger à l'intérieur de mon monde virtuel, qui est le NO Museum. Donc le premier tableau, c'est celui-là. Et j'ai créé cet environnement-là récemment. Mais il est hérité de mon univers virtuel perso. C'est-à-dire qu'en fait... Alors normalement, je peux changer de caméra. Voilà. Alors en 1979, j'ai eu une vision, et dans la forêt de Quimperlé, et je me suis retrouvé au milieu de rochers qui dérivaient dans les airs, comme ça. De rochers volants dérivant dans les airs. Et cet univers-là m'a habité pendant des années. Et je n'ai pas arrêté de le reproduire dans toutes mes œuvres. Et en fait, ce monde de rochers volants, vous le connaissez, c'est-à-dire qu'en fait, on a le fameux film de Cameron, récemment, qui met en scène cet univers-là. Et en fait, c'est un mème. C'est-à-dire, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque où je commence à dessiner des rochers qui dérivent dans les airs, on est très peu nombreux à faire ce genre de dessin, ce genre d'image. En tant que graphiste, dessinateur, à l'époque, je dessine ça, je me rappelle, c'était dans les cours de dessin de mon école. Du lycée. Et il y avait une jeune fille des Beaux-Arts de Quimperlé qui dessinait aussi des rochers volants. Et le Roger Dean, le dessinateur de Yes, qui faisait les pochettes de Yes Song, avait un peu avant, 2 ans avant, sorti en 1975 une pochette de disque qui représentait des rochers qui dérivaient comme ça dans les airs. Et quand on remonte dans l'histoire, on a Magritte avec le rocher pyrénéen, qui est très célèbre, et on a aussi Laputa, le fameux château de Swift, qui donnera le château dans le ciel de Miyazaki. Et puis, ce que je vais voir, c'est qu'année après année, vous voyez, cet univers de rochers, je vais le voir se développer, se répandre, à la fois dans les jeux vidéo, à la fois dans la littérature, dans les bandes dessinées, etc., jusqu'à l'apothéose du film de Cameron. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cet univers de rochers, c'est un mème. Alors, est-ce que vous savez ce que ce sont les mèmes? Qui parmi vous sait ce qu'est un mème? M-E-M-E. Non, vous ne savez pas? Hein? T'es pas loin. Alors, justement, je vais y arriver. Et en fait, de façon très provocatrice, j'ai décidé que cette conférence, cette conférence-là, allait être avec une idée sous-jacente, c'est que c'est pas nous qui générons l'imaginaire, mais c'est l'imaginaire qui nous génère. Et très exactement, donc c'est la démonstration que je vais essayer de vous faire ce soir, ce n'est pas nous qui générons l'information, c'est l'information qui nous génère. Alors, on va se balader. Alors, le NO Museum que vous voyez là, j'ai commencé à le fabriquer. Alors, à l'occasion, je pourrais vous le montrer en version Unreal Tournament, mais là, je ne pouvais pas m'empêcher. C'est pourquoi on est dans cette salle-là, c'est qu'elle est entièrement équipée, vous voyez, pour avoir une projection immersive. C'est-à-dire que là, la première version était faite sur Unreal Tournament, et je pourrais vous la montrer après. Et là, maintenant, je la développe sur Unity. Et donc, c'est très facile dans Unity d'avoir plusieurs points de vue de caméra. Et donc, ça nous permet de faire cette expérience immersive. Et donc là, vous voyez, on se dirige vers le vaisseau spatial, on va accoster dans quelques instants. Et vous pouvez récupérer le NO Museum sur clé USB ou sur Internet. Et c'est mon support pédagogique. C'est-à-dire que depuis 2003, je suis le seul ou un des rares profs qui donne cours dans les univers vidéoludiques, dans les jeux vidéo.
en particulier à l'ENSAM, où je donne des cours d'histoire des arts et des sciences depuis pas mal d'années, et ça marche super bien. Donc je donne aux étudiants cet univers-là, et les étudiants m'accompagnent. Alors vous ne pouvez pas m'accompagner, c'est-à-dire il faudrait que vous ayez votre propre ordinateur avec vous, et vous m'accompagneriez à l'intérieur de l'univers virtuel. Ce qui renforce un processus pédagogique qui s'appelle l'ars memorativa, c'est-à-dire ça fixe l'information. Je zappe, on y reviendra éventuellement. Là, je vais vous montrer juste la reconstitution que j'ai faite en 1983, juste pour vous situer qui est à peu près l'IADMIN. Donc là, j'ai reconstitué une installation d'art vidéo que j'avais faite en 1983, présentée. Je l'avais faite en 1982 aux Arts Déco, et je l'avais présentée en 1983 au Centre Georges Pompidou, au musée d'art moderne du Centre Pompidou. Et c'était l'histoire d'une jeune femme qui était en vie suspendue. Et sur les écrans, on voit les images du monde virtuel dans lequel elle est en train d'évoluer. Et donc là, elle se réveille. Donc vous voyez, il n'y a qu'un seul écran. Et c'est une métaphore qui illustre le concept de Marshall McLuhan, le message chez le médium. Et c'est le passage de l'âge électrique, de l'âge mécanique à l'âge électrique. Alors ça veut dire quoi ? Ça, ce que vous voyez sur l'écran, c'est l'âge mécanique. C'est le 19e siècle. Tout se passe à l'intérieur d'un même écran. Et c'est comme vous regardez un film. Quand vous regardez un film, ça se passe sur un seul écran. Vous regardez une pièce de théâtre, ça se passe entre les rideaux de la pièce de théâtre. On reviendra sur Artaud après, et le théâtre total d'Artaud. Et vous voyez, c'est découpé comme au cinéma, c'est-à-dire que je raconte une histoire d'une jeune femme qui est dans un monde de science-fiction. Alors à l'époque, j'avais eu l'autorisation de tourner sur le toit de Beaubourg. Là, c'est des mélanges avec des maquettes de science-fiction. C'est les escaliers de Beaubourg, une maquette à gauche. Et je fais un découpage de type narratif traditionnel. Donc normalement, là, on est concentré, comme dans l'âge mécanique, on est concentré sur un seul écran. Donc là, je suis en caméra principale, et là, je suis l'histoire de cette jeune femme qui se réveille dans ce monde, et dont j'avais aussi écrit les paroles. C'est Claude Micheli qui avait fait la musique. Et donc, vous voyez, l'histoire ne se passe que sur un seul écran. L'aphorisme de Marshall McLuhan, c'est le message chez le médium. C'est-à-dire qu'en gros, ce n'est pas ce qui passe dans la télévision qui est important, c'est l'existence même de la télévision. En gros, ma chérie, mon épouse, avec qui on s'est mariés il y a 3 ans, travaille à France Télévisions. Et donc, grâce à elle, imaginez que je hack la nuit ou le soir, où je pirate les bêta-cards, et je diffuse à 20h un message révolutionnaire. Est-ce que je vais déclencher la révolution ? À votre avis ? Non, il y a très très peu de chances. Soit la révolution est déjà en route et je vais juste suivre le mouvement, mais c'est pas en déclenchant un message révolutionnaire sur les principales chaînes de télévision que je vais déclencher la révolution. En fait, je vais faire du buzz pendant une semaine maximum. En fait, ce qui a changé la société, selon Marshall McLuhan, c'est donc le message chez le médium, c'est pas ce qui passe dans les postes de télévision, c'est l'existence même de la télévision qui a changé la société. Grâce à la télévision, on a pu ouvrir une fenêtre, ce qui fait que des millions de gens ont pu survivre grâce à cette fenêtre ouverte sur le monde dans des univers urbains médiocres. Donc j'illustre le message chez le médium, puisque vous allez voir à ce moment-là, dans quelques secondes, ce n'est plus l'écran de l'âge mécanique qui est important, où tout se déroule à l'intérieur d'un écran, mais la perception de l'histoire va s'élargir, et on commence à rentrer dans l'immersif. Là, on n'est pas dans l'immersif. Là, on regarde l'écran, et là, l'ordinateur envoie un signal d'alarme, et ça fait bugger tout le dispositif cybernétique dans lequel la jeune femme est allongée, et elle transforme les messages d'alerte de l'ordinateur en bugs autour d'elle, dans son monde virtuel, qui lui disent « Sors de ton rêve, sors de ton sommeil, la machine va s'arrêter ». Et donc, vous voyez, les images entourent les spectateurs. Nous nous retrouvons là, c'est ça qui est rigolo, avec ce dispositif, nous nous retrouvons exactement comme je l'avais imaginé pour Beaubourg. C'est-à-dire qu'on a sur chaque côté une partie de l'histoire qui est racontée. Et la compréhension de l'histoire n'est plus narrative traditionnelle, elle est plus de rapport de cause à effet, c'est on sort de l'âge mécanique, c'est la perception globale de toutes les informations autour de nous qui nous donne la sensation de l'histoire. La relation à l'information est devenue tactile. Ça, c'est le discours de Marshall McLuhan, c'est-à-dire avec le XXe siècle et les masses médias, nous sommes rentrés dans un univers de relations tactiles. C'est la succession de tous les points d'impact de l'information sur notre peau qui nous donne la sensation du monde
rugueuse ou lisse. Actuellement, nous vivons un monde où chacun d'entre nous, nous sommes entourés en permanence d'informations. Et ces informations, depuis des années, nous envoient un message subliminal omniprésent, qui est très intéressant, qui est « vous n'êtes pas utile, vous êtes une charge pour la société, et si on pouvait se passer de vous, on se porterait beaucoup mieux ». Donc ça crée un état dépressif général. Bon, ça, c'est un des messages subliminaux. Mais en gros, nous vivons immergés, comme dans ce bassin, immergés dans les masses médias. Donc ça, c'est le passage de l'âge électrique à l'âge mécanique. Et nous sommes entrés dans l'âge de la lumière, maintenant. Avec le 21e siècle, je vais y revenir, nous passons dans l'âge de la lumière. Alors l'âge de la lumière, quand même, je vous explique, c'est important. Alors voilà, il y a quelques images autour. Voilà, ça, c'est l'atelier d'art vidéo des Arts Déco où j'ai fait ça. J'ai hacké, en fait, l'atelier d'art vidéo, comme j'ai hacké Beaubourg à l'époque, pour réaliser cette œuvre-là. C'est-à-dire, comme l'école fermait tôt le soir, vers 9h30, je me planquais dans un KGB qu'il y avait à l'étage. J'attendais que tout le monde soit couché et à 1h du matin, je redescendais pour bosser la nuit et faire mon montage. Plus tard, avec le groupe des Maîtres du Monde, on a créé un groupe à l'époque qui s'appelle les Maîtres du Monde, dont fait partie Jérôme Lèvedul, par exemple, pour ceux qui le connaissent. On a mis en place des dispositifs de hacking des chaînes de télévision. C'est-à-dire on se démerdait pour avoir les clés d'un studio. Et dès qu'on avait les clés, alors moi par exemple avec M6, c'était les studios Prony pour qui je bossais, je disais c'était pour une émission qui s'appelait La 6e Dimension, puis je disais oh là là ça va être galère le PAD, le montage, il y en a au moins pour 2-3 heures, écoute compte pas les heures, je vais passer la nuit dessus et j'expédie le truc pour demain matin. Alors tout le monde s'en allait, et quand tout le monde était parti, j'expédiais le montage en 10 minutes, et j'appelais tous les copains, et je disais « j'ai les clés du studio ». Et tout le monde venait dans le studio, et on passait la nuit à tourner. Alors en l'occurrence, pour Prony, je tournais des rushs sadomaso BDSM, qui m'ont servi dans plein d'autres films après. Et évidemment, je me suis fait virer. Hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas hacker impunément le système. À un moment, vous vous faites rattraper par le système. Mais ce n'est pas très grave. Et donc, je vous disais, le message, c'est le médium, et on vient de rentrer dans l'art, dans l'ère là, je vous ai dit l'âge mécanique, c'est le 19e siècle, le rapport de cause à effet. L'âge électrique, alors l'âge électrique pour McLuhan, la métaphore, c'est la plaque électronique. C'est-à-dire que tous les événements se passent simultanément sur la plaque électronique au moment où vous générez la différence de potentiel, donc le courant électrique. Donc ça, c'était le XXe siècle. Hein, la fin du XXe siècle était électrique. Tout se passait simultanément partout. Et nous venons de rentrer, donc ça c'est du Yadmin. Alors je vous préciserai à chaque fois, hein, quand c'est du Yadmin ou quand c'est une référence à un chercheur officiel, c'est qu'on est entré dans l'âge de la lumière. Et la lumière est très intéressante parce qu'elle est à la fois ondulatoire et corpusculaire. Je ne vais pas vous refaire l'histoire de la lumière, mais ça nous a obligés, la mécanique quantique comme la lumière, nous a obligés à changer notre façon de penser. C'est-à-dire à ne plus penser de façon analytique traditionnelle. Le microcosme et le macrocosme ne fonctionnent pas de la même façon, et des choses qui, pour notre cerveau, paraissent illogiques, en fait, existent et fonctionnent. Et on vient de rentrer dans cette époque-là. Et c'est lié à l'information et à l'immersivité. Alors on va continuer à explorer le No Museum. Et je vais aller dans les niveaux suivants et on va tout de suite régler un sort à 2 idées. Alors, No Museum, si vous le téléchargez, donc je vous explique comment il fonctionne. Vous voyez, ici, vous avez des téléporteurs. Chaque téléporteur vous permet d'aller à un niveau supérieur. Donc, ou alors vous allez sur N, la touche N, qui vous permet d'aller au niveau suivant. Next. Hop, et là, je passe au niveau suivant. Alors, ce niveau-là, je ne vais pas vous le faire parce que, alors vous avez compris, le No Museum est un support pédagogique, à la fois une œuvre d'art numérique et un support pédagogique, mais c'est 4 fois 3 heures de cours. Alors on ne va pas faire 4 fois 3 heures de cours, hein, vous imaginez comme je suis déjà très bavard, donc je vais vous faire un best-of. Et je vais vous faire un best-of des moments vraiment importants. Donc là, je commence par expliquer ce que sont les mythes du transhumanisme. Éventuellement, si vous voulez, après, comme on n'est pas très nombreux, on pourra y revenir. Mais je vais vous parler de deux choses importantes que j'ai découvertes il n'y a pas très très longtemps. Là, c'est rigolo, c'est Isaac Asimov. Alors Asimov explique en fait dans cette interview de la BBC, qui est très rare à trouver parce qu'il est ultra protégé, il explique en fait qu'il faut se préparer à côtoyer des populations de robots. C'est-à-dire qu'on se dirige vers un futur où nous allons avoir des robots avec nous. Et il anticipe le transhumanisme et la singularité, puisqu'il dit « Mais ces robots, pourquoi les imaginerions-nous négatifs ou agressifs? Si ça se trouve, ils seront bienveillants
et collaboratif. Et en fait, il anticipe la pensée, le mythe transhumaniste et libertarien. Mais je vais surtout aller voir un premier personnage, ici important, qui est... alors attendez, que je vérifie que c'est bien ce bouton-là, voilà, pour changer de caméra et passer en gros plan, qui est Richard Dawkins. Alors Richard Dawkins, vous voyez, en 1976, sort un bouquin excellent qui s'appelle The Selfish Gene, le gène égoïste, qui a fait énormément de bruit à son époque et qui déjà inverse la relation à la génétique. C'est-à-dire qu'on sort du 19e siècle. Pour le 19e siècle, l'humain est au sommet de la hiérarchie, d'autant plus qu'il est de nature divine, hein, on sort d'une civilisation qui est religieuse, et donc l'humanité est le sommet d'une hiérarchie du vivant. Richard Dawkins, dans The Selfish Gene, dit « ben non, c'est les gènes, c'est-à-dire l'humanité n'est que le résultat de la nécessité des gènes à se reproduire. C'est-à-dire les gènes vont favoriser tout ce qui va leur permettre à eux de se développer, de se reproduire. Donc c'est pour ça qu'il appelle ça des gènes égoïstes. Les gènes s'en foutent que nous soyons humains ou que nous soyons quoi que ce soit. Eux, ce qui leur importe, les gènes depuis l'aube du vivant, c'est de se reproduire et de se multiplier à travers tous les organismes possibles et imaginables. Mais il y a un moment très important dans ce bouquin où j'ai eu déjà mes premiers grands orgasmes en le lisant. C'est un petit paragraphe, ça fait à peu près 4 pages. Et Richard Dawkins, alors je l'ai mis jeune là, vous voyez, à l'époque, j'ai pas accès à déplacement latéral. Ok, je vais juste aller en face de lui. Donc il écrit ça, il avait à peu près ce look-là quand il écrit ça. Il dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que les idées et les concepts se comportent de façon darwinienne comme des gènes? C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui générons les idées et les concepts, ce sont elles qui se servent de nous pour se reproduire et se propager. Et il va aller plus loin, et il est très précis, puisqu'il dit, plutôt que d'appeler ça des mimésis ou autre chose, je préfère appeler ça même, du mot français même, qui sonne comme gène. Donc le mot même apparaît à ce moment-là, et sa signification est beaucoup plus large que juste d'écrire des fake news ou des légendes urbaines. C'est-à-dire, pour Richard Dawkins, les mèmes, par exemple, les religions, les grandes religions sont des mèmes, ou plus exactement même des méméplexes, c'est-à-dire des agglomérats de mèmes complexes qui se servent des humains pour se propager et se reproduire. Alors on a un autre personnage qui est très rigolo, que j'aime beaucoup aussi, c'est Philippe Cadic. Vous voyez qui est Philippe Cadic. Alors on va aller voir Philippe Cadic justement, juste après. Là, vous voyez, on est à la croisée des chemins. Et l'autre élément important qu'il faut que vous sachiez avant que j'attaque le corps du sujet, c'est que, vous voyez, là, sur cette allée-là, on est en train de remonter des années, je dirais, 80, 60, même 60, 70, 80, 90. Et en fait, il y a eu une révolution culturelle en Amérique du Nord qui nous est revenue dans la figure, mais assez énorme, qui est la révolution qui va cumuler LGBT, queer, gender studies, BDSM, do-it-yourself, on est en plein dans un temple du do-it-yourself ou du hacking, body modification et transhumanisme, H+. Alors à votre avis, quel est l'élément commun à tous ces courants de pensée-là? Je répète, le queer, les LGBTQI+, les BDSM, c'est rigolo, le transhumanisme, quel rapport entre le transhumanisme et le BDSM? Et on peut même remonter encore un peu à l'intérieur avec la révolution féministe et la revendication de la liberté d'avorter. Alors, c'est une illumination que j'ai eue il n'y a pas très longtemps en étudiant tous ces mouvements-là. En fait, je vais vous la donner, la clé, elle est évidente. C'est « mon corps m'appartient et j'en fais ce que je veux ». Et ce ne sont ni les religions, ni les États qui vont me dire ce que je fais de mon corps. Et ça, vous retrouvez cette revendication à la base de tous ces mouvements-là, dont le transhumanisme, puisque le transhumanisme, c'est notre liberté par rapport à notre propre mort qui est revendiquée. C'est encore le corps. Et donc et alors ce mouvement, c'est très intéressant, parce que ce mouvement est venu de France, aux États-Unis. C'est-à-dire que, par dérision, aux États-Unis, on appelle ça la French Theory.
c'est-à-dire tout un tas de jeunes universitaires, jeunes chercheurs d'il y a 40 ans aux États-Unis se sont mis à être fans de Deleuze, à être fans de tous ces Bourdieu, etc., de toute cette génération-là. Et par dérision, on a appelé ça la French Theory. Et ils ont donc développé la French Theory. Voilà, tu taperas French Theory sur Internet, tu trouveras plein d'informations là-dessus. Nous, étant français, on n'est pas au courant, si tu veux. Mais les Américains sont au courant, puisque c'est un terme, c'est comme impressionnisme, c'est un terme critique, tu vois, mais qui finalement devient positif. Et on a déjà eu un phénomène similaire, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, avec le romantisme entre l'Angleterre et la France au XIXe siècle et XVIIIe siècle. C'est-à-dire les Français ont développé une pensée romantique qu'on connaît, si tu veux, et les Anglais s'en sont inspirés, et on s'est réinspiré des Anglais à nouveau sur cet aller-retour sur le romantisme du XIXe siècle. Donc voilà, donc ça c'est important de resituer dans le contexte, et je vais aller donc sauter encore un autre moment clé. Alors vous imaginez, je pourrais rester Alors si je vous montre ça, parce que chaque tableau dans nos muséums me sert à ponctuer quelque chose, je vous montre ça, c'est quand même intéressant, c'est Ted Nelson. Ted Nelson, qui est l'inventeur du mot hypertexte. Et en 74, il sort ce bouquin qui s'appelle Computer Lib, Dream Machine. Et vous voyez, c'est un point levé, c'est vraiment le point révolutionnaire levé que j'ai reproduit à côté sous forme robotisée. Et il dit « You can and must understand computers now ». En fait, Ted Nelson est convaincu à l'époque, comme tout un tas de fondateurs de la Silicon Valley, que l'informatique va nous libérer. Mais elle va nous libérer dans un sens révolutionnaire. C'est pour ça que c'est un point levé. Et donc à cette époque-là, on a un vrai mouvement aussi aux États-Unis de gens qui sont convaincus, et essentiellement du côté de San Francisco, qui sont convaincus qu'on va changer, on va enfin affranchir l'humanité grâce à l'informatique. Alors après, je vous laisse réfléchir à était-ce pertinent ou pas. Je ne vous fais pas l'apocalypse cybernétique, ni le transhumanisme et les idées transhumanistes et anarchistes. C'est-à-dire là, vous voyez, le transhumanisme est très proche, étonnamment, des pensées de Kropotkin, mais je vais aller directement tout au bout de l'allée et on va remonter l'histoire de l'humanité. Alors pareil, je ne vais pas m'attarder sur l'histoire du vivant, sauf sur cet endroit-là qui est très important. C'est l'apparition de l'ADN sur Terre. Et là, je vous conseille un livre qui s'appelle « Le fil de la vie », qui est écrit par des penseurs, des chercheurs qui sont des vrais scientifiques, qui ne sont pas des cyberpunks comme moi. Si vous voulez me dire quelque chose. Voilà, c'est ça, c'est ce bouquin-là. Et parce que moi, il y en a un de cyberpunk. Je vous expliquerai après pourquoi Yann est cyberpunk, c'est-à-dire voyou cybernétique. Donc je suis pas... Tout ce que je vous dis là, ah oui, c'est très important, je suis surtout avant tout un artiste. Donc tout ce que je vous raconte là n'est absolument pas scientifique. Ce que je vous raconte là, c'est une pensée artistique que je revendique. Mais l'art est au-dessus de la science. C'est-à-dire l'art, c'est le plus haut niveau de traitement de l'information de l'humanité. Et donc l'art est au-dessus de la science. Donc je me rattrape pas mal, donc je continue. Et donc là, j'ai reproduit ce qu'on appelle le canonical milestone de Kurzweil, où il a mis en évidence que l'évolution du vivant sur la planète respecte la loi de Moore. Alors j'y reviendrai, c'est assez long à expliquer, mais en gros, on s'aperçoit, alors c'est une échelle logarithmique, je suis à moins 4 milliards d'années, moins 2 milliards d'années, et ainsi de suite. Et là, je reviens dans le temps, et vous voyez, apparition de la vie sur Terre, apparition des premières cellules, apparition des premiers êtres multicellulaires, apparition des êtres qui commencent à être macroscopiques, apparition des êtres gigantesques, disparition des dinosaures, apparition des premières fleurs. Tous ces événements-là se succèdent à intervalles réguliers sur une courbe logarithmique. J'y reviendrai. Apparition des premiers humanoïdes, pas humanoïdes, simioïdes, je ne sais plus comment on dit ça, l'âge de pierre, l'âge du feu, les néandertaliens, et là où je me rends, c'est tout au bout, là-bas, caché. Si vous allez explorer vous-même le muséum, c'est caché là-bas derrière, c'est la grotte. Et dans la grotte, j'ai groupé, alors j'ai mis la femme de Cro-Magnon, et alors là aussi c'est un élément important. Je vous disais, l'ADN, apparition de l'ADN sur Terre tout à l'heure. L'ADN, on se rend compte maintenant que c'est un système de transmission de l'information. Vous êtes ici dans un espace informationnel.
Et en fait, qu'est-ce que c'est l'information? Donc je vous conseille de lire ce bouquin qui s'appelle Le fil de la vie, parce que ce sont donc des scientifiques. Cette intuition, je l'ai eue il y a déjà très longtemps en tant qu'artiste, parce que quand vous êtes artiste et que vous pratiquez l'art, vous êtes constamment en relation avec la face métaphysique de l'information. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on ne va pas rentrer dans une relation au monde de type religieuse, mystique ou métaphysique, là, dans ce que je vais vous raconter. Je reste dans le rationnel scientifique. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on se rend compte maintenant, alors tel qu'il l'explique dans ce livre, c'est qu'est-ce que c'est l'information. L'information, on s'aperçoit que c'est quelque chose de dynamique qui se produit dans le temps. C'est-à-dire tant qu'il n'y a pas de système de codage et de décodage, l'information n'existe pas. C'est-à-dire ce qu'on connaît de l'information, c'est son support matériel. Qu'est-ce que ça veut dire son support matériel? C'est par exemple le papier, hein, l'écriture sur le papier, les tablettes mésopotamiennes avec toutes les gravures dessus. Mais ça, c'est s'il n'y a pas quelqu'un, un organisme ou une technologie qui décode l'information n'existe pas. Il n'y a rien sur cette tablette, sinon de la matière organisée. Je dis souvent par provocation, la vie n'existe pas. La vie, c'est de la matière informée. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut formaliser l'information dans sa tête. Nous sommes coincés dans le temps. En tant qu'humains, nous sommes pris dans le temps. Nous ne pouvons pas voir le temps, nous sortir de la dimension temporelle. Or, l'information, c'est quelque chose qui agit sur le monde. En théorie de l'information, est considéré comme information ce qui transforme le récepteur. Si le récepteur n'a pas été transformé, il n'y a pas eu information. Donc en gros, quand vous vous prenez un bus dans la gueule, vous avez été transformé et vous avez reçu l'information de vitesse, de poids, de cinétique du bus. Hein, pour faire simple. Si le bus passe à travers vous et que vous n'avez rien, ben c'est que le bus n'existe pas et qu'il n'y a pas eu information à ce niveau-là, en tout cas ce type d'information-là. Donc il faut que dans un temps donné, vous ayez décodé, un dispositif ait décodé l'information. Et ça se passe dans le temps. Ce n'est jamais immédiat ni instantané. Donc ça a une durée. La relation à l'information est temporelle. Donc il faut imaginer, tu veux un fauteuil peut-être, non? Est-ce que vous voulez d'autres cubes? Parce que je vois que tu t'engloutis. C'est ça, c'est-à-dire que c'est un truc radical en termes de darwinisme. Ah, ouais. C'est-à-dire que les spectateurs qui s'endorment finissent par disparaître au fond. Hein, on t'amène un autre cube. Alors donc je vous disais, il faut décoder. Alors imaginez que vous soyez sorti du temps. À ce moment-là, vous pourriez visualiser l'information comme on visualise des objets, hein, ou des choses. Et alors, j'arrive à un moment très important. Alors, c'est très important, hein, ce concept que je viens de vous donner, de formaliser que l'information est quelque chose de dynamique et qui est présente indépendamment des humains. Elle est présente dans la structure même, déjà, de l'ADN. Alors, là, j'ai fait la femme de Cro-Magnon. Alors, j'ai fait la femme de Cro-Magnon par équité, parce qu'on parle toujours de l'homme de Cro-Magnon, donc j'ai dessiné une femme de Cro-Magnon. Alors non, aussi, c'est du fait qu'on dit l'homme de Cro-Magnon, parce que c'était un squelette masculin. Mais ce qui est important, là, dans cette image, c'est que, vous voyez, on a les peintures rupestres. On a l'apparition, dans l'histoire de l'humanité, d'un moment, hein, la formalisation, d'un moment où l'humanité s'entoure d'images. C'est-à-dire, l'humanité commence à être environnée d'un espace informationnel massif. Et alors, un des grands penseurs de cela, c'est un prêtre jésuite. Alors, ce qui est important à savoir, je les ai tous mis là, tous ces gens-là. Là, vous avez Richard Dawkins. Richard Dawkins, il faut savoir, c'est un athée militant radical, anti-créationniste, qui depuis des années, si vous tapez Richard Dawkins, donc l'inventeur de la mémétique, vous verrez que sa principale activité, c'est pas la mémétique, c'est d'aller faire chier tous les religieux et les créationnistes américains sur leurs croyances. Hein, et il est assez rentre-dedans là-dessus. Donc c'est intéressant parce qu'on a quelqu'un qui appartient au domaine scientifique, qui élabore un concept complètement métaphysique, qui est l'idée que les mêmes se servent de nous pour se reproduire. Alors évidemment, il a mis de côté la logique darwiniste, c'est-à-dire tous les biologistes ont hurlé en disant que, bien évidemment, les informations, les idées, les concepts ne respectent pas une logique darwinienne biologique. Donc ça, c'est un peu passé à côté, mais le concept est tellement pertinent qu'il est en train de se répandre massivement, horizontalement, ne serait-ce que dans les masses médias, parce que ça nous parle, ça parle à énormément de gens. Et à l'opposé, j'aime bien les mettre en parallèle, on avait un prêtre jésuite qui s'appelle Théard de Chardin.
qui est un aventurier, en fait. Il a l'air un peu sévère, comme ça, mais c'était un vrai aventurier, à la fois de la pensée comme du monde réel, puisqu'il s'était embarqué dans la croisière jaune de Citroën pour aller larguer en Chine pour récupérer des squelettes qu'il pensait être des squelettes du chaînon manquant, justement. Et Teilhard de Chardin est intéressant, alors je vous le résume très vite, sa pensée. D'abord, il s'est fait interdire par sa hiérarchie jésuite. C'est-à-dire qu'il commence à développer des idées, des concepts, et il écrit à sa hiérarchie jésuite qui lui dit « Non, mais c'est très intéressant ce que vous racontez, mais surtout, vous ne communiquez pas là-dessus. » À tel point que vers la fin de sa vie, la France lui offre une chaire au Collège de France pour qu'il puisse communiquer sur ses idées. Et là, sa hiérarchie jésuite lui dit « Non, vous refusez la chaire au Collège de France, vous ne dites rien et vous exilez à New York. » Comme il est très raide sur la culture, très respectueux de sa hiérarchie, il respecte le vœu de sa hiérarchie, meurt à New York, je crois, et ce sont des proches qui vont, quelques années plus tard, faire paraître ses idées sous un bouquin en particulier qui s'appelle « Le phénomène humain ». Alors je vous explique cette idée géniale qu'il a eue et qui va provoquer l'ire de sa hiérarchie religieuse. En fait, le bouquin « Le phénomène humain » traite de l'évolution du vivant sur la planète. Et en gros, il arrive à un moment où il dit, alors il est un peu roublard, hein, il dit au néolithique, à moins 6000 ans, on voit l'humanité s'entourer d'images. Et il appelle ça la noogenèse, la genèse du noo. Noo en grec, c'est la spiritualité. Donc il dit, à moins 6000 ans, on voit une spiritualité se développer qui se formalise à travers toutes les fresques. Et là, il est un peu roublard parce que 6000 ans, bien évidemment, c'est la Bible. En réalité, c'est moins 50 000 ans. Hein, c'est-à-dire c'est plutôt à moins 50 000 ans qu'on voit l'humanité s'entourer d'images. Il appelle ce moment-là la noogénèse et il continue en disant mais les tribus éparses qui représentent des archétypes, on voit toujours à peu près les mêmes images, même si les tribus humaines ne sont pas connectées. Lorsque les tribus sont connectées, ça explose littéralement, c'est-à-dire qu'on a un espace informationnel gigantesque qui grandit avec l'humanité, qu'il va appeler la noosphère. La sphère de la spiritualité, mais on peut dire, moi je dis, ça contient la cybersphère, c'est-à-dire la sphère de l'information. Donc la cybersphère, c'est par exemple ce que nous sommes en train de faire actuellement, c'est l'information qu'on peut mesurer, hein, c'est-à-dire on pourrait enregistrer ce que je suis en train de dire, et on mesurerait, on aurait une trace très concrète de cette information-là. Ce sont les bibliothèques, les bouquins, etc. Ça c'est la cybersphère, elle est scientifique et mesurable. Et puis par-dessus, Teilhard de Chardin, qui est un mystique, rajoute une autre couche, alors qui est déjà sympa, que moi j'aime bien, parce qu'elle me parle en tant qu'artiste, bien que je sois quelqu'un d'extrêmement rationnel, hein, de mode de pensée. Enfin, il faut le savoir, mes parents étaient communistes, donc j'ai été éduqué dans la haine de l'Église et des religions, donc j'en ai gardé des traces. Mais l'étape suivante de Teilhard de Chardin que je trouve géniale, c'est qu'il dit, mais cette noosphère qui est en train de grandir, et il fait le même jeu mental que Richard Dawkins, mais bien avant, et il dit, c'est pas l'humanité qui est en train de la générer, c'est elle qui est en train de nous générer. La noosphère est une entité métaphysique qui grandit avec l'humanité, et comme c'est un millénariste, il dit, lorsqu'elle arrivera à sa maturité, ça sera la fin de l'histoire. Déjà, là-dessus, vous me direz, bon, bah, ok, il n'y a pas de quoi fouetter un chat quand même, hein, c'est-à-dire que pourquoi se fait-il virer par ses hiérarchies jésuites et enfin, censurer. Alors, en fait, c'est parce qu'il passe une étape supplémentaire qui est un tout petit paragraphe dans le phénomène humain. Donc moi, personnellement, je m'arrête à ce moment-là où nous formalisons la notion d'information comme une entité vivante à part entière. De nature métaphysique, ça veut dire immatérielle, c'est-à-dire qui n'a pas de support matériel. Alors, on y reviendra. Et l'étape suivante à laquelle moi je n'adhère pas tout simplement parce que c'est une étape d'illuminé que je ne suis pas du tout chrétien, mais j'étais mort de rire en le lisant, hein. Si vous lisez le bouquin, vous verrez, c'est très court. Il dit, mais cette noosphère qui est en train de grandir, c'est le Christ. C'est un Christ cosmique. Et l'alpha et l'oméga de Teilhard de Chardin, c'est la naissance de ce Christ et la fin de ce Christ. Alors là, vous imaginez, bien entendu, la tête de sa hiérarchie jésuite, lorsque Teilhard de Chardin commence à redonner une nouvelle définition du Christ, alors que ça fait 2000 ans qu'on se fout sur la gueule sur cette fameuse définition du Christ. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont censuré. Donc ça, c'était la partie de Teilhard de Chardin. Mais ça me permet donc de vous mettre en parallèle deux intuitions qui définissent l'information, ce que nous manipulons là actuellement. Ici, c'est un temple de l'information, de façon quasi métaphysique ou immatérielle. Alors à côté, on avait deux autres personnes qui ont eu la même intuition. Comme on est dans un milieu de geeks, je vous les montre, c'est Philip K. Dick. Philip K. Dick, quelques années après, 2-3 ans après Richard Dawkins,
dans son célèbre bouquin qui s'appelle Siva, met en scène cette entité métaphysique. Il l'appelle un plasme, c'est-à-dire dans son roman, on a un chercheur, le héros en fait, qui traduit un vieux parchemin égyptien, et en traduisant, il ressuscite un dieu égyptien dans sa pensée. Hein, donc ça, c'est Valis, de Philippe Cadic. Et alors, il y en a un autre qui est très drôle, qui est un roman à lire qui est à double niveau, parce que c'est à la fois une satire du geekisme, je dirais des geeks et des nerds, mais c'est aussi extrêmement pertinent, c'est Le Samouraï virtuel de Neil Stephenson. Neil Stephenson, son roman va inspirer la création de Second Life. Hein. Et lui, il appelle ça un Namshu, c'est-à-dire il revient à l'époque mésopotamienne, et donc il décrit des Namshu, c'est-à-dire des entités, des dieux mésopotamiens qui se sont ressuscités et se circulent à travers l'information, à travers les textes et à travers les romans, les films, etc. Donc là, je termine. Donc là, vous avez compris cet aparté. Je ne vais pas vous faire, parce que c'est pas lieu ni le moment, le cybersexe, mais ça c'est le niveau qui amène au cybersexe. Et maintenant, je vais vous faire le cœur de l'histoire. Ça va? Là, je change, maintenant je passe à une autre étape. Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'il y en a qui veulent s'en aller? Non? Est-ce qu'il y en a qui en ont marre? Ça va? Non, ça va, je continue? On continue l'immersion? Alors allons-y. Alors là maintenant, je vais sauter à un moment. Alors attendez, ça c'est les caméras, ça c'est les changements de niveau. Oui, je vous fais pas l'Arche de Noé, qui est un mème extrêmement puissant. Là, je vous le résume très vite, mais on ne va pas s'attarder. C'est l'Arche d'Atrahasis, qui est antérieure à l'Arche de Noé, qui apparaît dans les tablettes mésopotamiennes. Et regardez, je l'ai représentée ronde. Pourquoi? Eh bien parce que dans les premiers textes mésopotamiens, l'arche est ronde. Elle est décrite comme ronde, et donc je l'ai modélisée ronde. Vous voyez, elle est là. Et surtout, l'arche est une prophétie autoréalisatrice. C'est un mème extrêmement puissant. Nous sommes en train de réaliser, de fabriquer l'arche de Noé. C'est-à-dire que tout de suite après, on va revenir là, vous voyez. Vous avez la deuxième occurrence de l'Arche de Noé après l'Arche d'Atrahasis. Vous avez le Bhagavad Gita avec Vishnu. Vous voyez les 4 bras de Vishnu, hein, le personnage d'Avatar. Et surtout, vous voyez, Vishnu sort d'un poisson. Parce que la première occurrence de Vishnu sur Terre, et la première occurrence du mot Avatar, c'est ce poisson duquel sort Vishnu, qui était l'avatar de Vishnu sur Terre. Et ensuite, on aura l'Arche de Noé. En gros, ce mythe qui est extrêmement puissant, ce mème qui est extrêmement puissant, si je vous le fais puisqu'on y est, ça va aller vite en fait, c'est le mème de « on va sauver la vie ». C'est assez rigolo d'ailleurs parce qu'on est habité. Alors c'est important, ouais, en même temps pour illustrer ce que je vais vous raconter sur le virtuel. C'est que en fait, là c'est une étape, vous voyez, c'est les futures nefs stellaires, les grandes nefs, les grands vaisseaux arches qui vont nous conduire, qui vont sauver l'humanité, c'est Elon Musk, hein, c'est Mars, c'est aussi créer ces grandes stations spatiales, mais on est en train de les faire. C'est-à-dire que là, l'humanité investit un fric, mais monstrueux, une énergie monstrueuse, à construire les futurs nefs stellaires qui vont nous permettre de nous échapper de la Terre, parce que la Terre est un piège. Et en fait, on retrouve ce mythe des arches stellaires dès l'aube de nos mythes à nous. Alors là, je me suis fait un petit plaisir, vous voyez, j'ai pris la commande du vaisseau de 2001. Juste pour vous montrer un truc qui est génial en 2001, c'est ça, la fin de 2001. Vous avez tous vu 2001, l'Odyssée de l'espace? Non? Alors, re-regardez-le. Il y a une fin complètement ésotérique à la fin, et qu'on gobe tous sans trop de problèmes. C'est que la fin du film se termine par un énorme bébé gigantesque qui grandit dans l'univers. Hein, c'est de la métaphore explicite. Ça veut dire quoi? C'est que l'humanité va féconder l'univers. C'est littéralement, explicitement, la métaphore du vivant. Je vous expliquais que l'information est présente dans l'ADN. Nous, artistes, moi, artiste, quand nous faisons nos images, nous transcrivons des tropismes liés à l'information du vivant en métaphore, sous forme de légendes, de contes et de prophéties autoréalisatrices. Pourquoi
l'arche de Noé a telle ou telle pérennité, pourquoi l'Apocalypse dans laquelle nous sommes actuellement a telle ou telle pérennité, c'est parce qu'elles expriment un tropisme du vivant, ce qu'on appelle la négantropie, c'est-à-dire à s'expanser et à conquérir l'univers, à se développer dans l'univers. Alors, j'ai utilisé un mot important, c'est négantropie. C'est le contraire de l'entropie. C'est-à-dire qu'en fait, l'entropie, on se rend compte que maintenant l'univers, c'est la seconde loi de la thermodynamique, tend à l'entropie. C'est-à-dire en fait, tend comme ces boules là, vous voyez. C'est-à-dire que naturellement, alors là il y a la pesanteur, mais naturellement c'est l'histoire des gaz. Vous mettez des gaz chauds, des gaz froids côte à côte, fermés par une porte. Lorsque vous ouvrez le passage, les gaz se mélangent jusqu'à arriver à un moment d'équilibre. Et l'univers fonctionne comme ça, c'est-à-dire l'énergie tend à se stabiliser, à une espèce d'équilibre hyper ennuyeux. C'est-à-dire qu'en fait, l'entropie, c'est l'emmerdement maximum, il ne se passe plus rien. Vous voyez ? Et le contraire de l'entropie, c'est la négantropie. Il y a une seule chose dans l'univers qui va à l'encontre de l'entropie, c'est le vivant. Le vivant tend à se complexifier, à se développer, à se multiplier. Et la dernière frontière que la vie a rencontrée dans son évolution, c'est la pesanteur terrestre. La vie est apparue sur Terre il y a 4 milliards d'années, elle s'est développée, elle a grandi, elle est sortie du microcosme pour aller dans le macrocosme, et là, elle arrive à notre étape. Et alors vous avez remarqué, il n'y a pas d'arbre entre la Terre et la Lune. C'est pas normal. Bah oui, la vie grandit, puis tu as la Lune. Donc normalement, les plantes devraient continuer et atteindre la Lune. Sauf qu'il y a un problème. Il y a un problème, c'est que c'est la fameuse vitesse de libération. C'est-à-dire qu'on ne peut pas franchir, il y a une frontière que la vie, dans son développement traditionnel, n'est pas capable de franchir par le gigantisme. Du coup, on a effondrement, c'est pas juste, moi je dis, c'est pas juste un météorite qui a fait disparaître les grands dinosaures, c'est tout ce qui est gigantesque qui a disparu. C'est-à-dire que c'est pas la peine de continuer à dépenser de l'énergie à faire des trucs gigantesques, puisqu'on ne peut pas franchir par ce biais-là la vitesse de libération. Et là, parmi toutes les intelligences collectives qu'il y a sur Terre, dont les fourmis, on a quelle est la seule espèce sur la planète capable de s'affranchir de la pesanteur terrestre. Il n'y en a qu'une, c'est nous. C'est-à-dire, et pourquoi nous pouvons nous affranchir de la pesanteur terrestre ? C'est le mythe de l'Arche de Noé. C'est un mème très puissant. C'est que dans moins d'1 milliard d'années, la vie n'est plus possible dans ce coin-ci du système solaire, à cause de l'état du Soleil. Si la vie n'a pas dégagé du système solaire, elle est foutue. Donc fin de la négantropie. Donc là, actuellement, l'enjeu, c'est qu'il nous habite, qui est une métaphore. Alors là, je suis encore en train de faire des métaphores. Je suis en train de poursuivre le tropisme que j'ai hérité du vivant, qui est de reproduire et de reperpétuer à travers vous. Là, je suis en train de vous transmettre des mêmes virulents, donc le même de la conquête de l'espace, par exemple. Voilà, donc ça, c'était l'aparté sur la négantropie. Et maintenant, je vais aller, comme je vous avais promis, au cœur de l'histoire. Donc je reviens en arrière. Je veux revenir en arrière, voilà. Et de là, je saute Alors voilà, j'ai fait 2 niveaux. Alors ça se passe en 2 niveaux. Je vais vous faire le premier que j'ai fait exprès pour nous, exprès pour ici, pour Geekopolis. Donc je me suis passé la semaine, d'ailleurs ma chérie pourra en témoigner, à modéliser cet espace-là. Alors il est un peu sommaire, je vais l'enrichir. Et en fait, c'est l'invention de la perspective, puisqu'on est dans le virtuel, là. On est dans l'histoire du virtuel. Et donc, oui, j'ai oublié de vous dire dans la caverne, un truc très très important que j'ai modélisé, mais vous l'avez vu, c'est que la caverne, c'est les premiers espaces immersifs. C'est-à-dire que les hommes des cavernes vont peindre ce qu'ils voient du monde réel, et en particulier ce qui est vivant, sur les voûtes. Or, nous, en voyant les peintures rupestres, on les voit photographiées ou filmées avec des mandarines et des trucs comme ça. Or, eux, ils s'éclairaient avec des torches. Or, ils ont exploité les rondes bosses. Donc, ça bougeait. C'est-à-dire la flamme des torches bouge. Donc, forcément, quand ils peignaient leur peinture, ils les voyaient bouger. On est déjà dans du cinéma. On est déjà dans un processus immersif. Et quelqu'un, malheureusement, je n'ai pas réussi à retrouver les sources, mais quelqu'un un jour m'a raconté qu'à Lascaux, il y a des points rouges à certains endroits, et c'est un acousticien qui m'avait raconté ça, qu'ils ont remarqué que quand on se mettait à l'endroit où il y avait ces points rouges, on était dans les acoustiques optimum pour raconter des trucs.
c'est-à-dire que la voix, le son portait. Donc on pense par déduction que c'était des lieux de spectacle, c'était des lieux de présentation. Donc déjà, dans la grotte, on a un dispositif immersif. Je vous ai passé, je ne me suis pas attardé dessus, sur ce que j'appelle l'hyperréalisme immersif, c'est-à-dire qu'on va avoir dans la peinture de plus en plus de représentations hyperréalistes, même si elles ne sont pas en perspective, de démons, de monstres, de choses comme ça. On essaie de tromper, hein, c'est le trompe-l'œil, on essaie de tromper le cerveau, tromper l'esprit, tromper le regard. Et là, c'est l'énorme révolution de la perspective. Alors, normalement, si je change de caméra, là, voilà, ça marche. Hein, ouais, non, ça marche ici, voilà. Donc ça, c'est Brunelleschi, place San Giovanni à Florence, en 415. Il fait un dispositif de surimpression avec un jeu de miroirs et de dessins qui permet de montrer de façon scientifique qu'en fermant un œil, en collant son œil dans le trou et en arrêtant de bouger, très important ce que je dis, ça a l'air anecdotique mais ça ne l'est pas, eh bien on peut représenter exactement de façon quasi scientifique le monde. D'ailleurs ce sont des architectes à l'origine. Et donc c'est la grande révolution de la perspective. C'est une vraie révolution parce que dans l'histoire de l'humanité, on rentre dans une période qui est très importante, où on quitte la religion, on quitte une relation métaphysique au réel, pour entrer dans une relation beaucoup plus scientifique. C'est Galilée, c'est la mesure, il faut mesurer les choses. C'est-à-dire le réel, avant, était soumis à la subjectivité religieuse, et en particulier à la Bible et à toutes ces choses-là. Et on a Cosme de Médicis qui va, alors ça c'est une longue histoire, je vais la zapper, mais c'est passionnant, qui va essayer de recréer l'école platonicienne à Florence. Alors la Renaissance est née de la tentative de Cosme de Médicis de recréer l'école platonicienne à Florence. Ça veut dire quoi surtout? Mais ça veut dire qu'il est en lutte, ils sont en lutte, les lettrés de l'époque, les gens intelligents de l'époque, c'est une révolution, c'est comme ce qui se passe actuellement. Ils sont en lutte contre les archaïsmes de la religion et en particulier contre les dominicains. Et donc il faut changer la façon de penser pour amener une certaine forme de modernité. Et donc c'est pour ça qu'ils vont s'inspirer, alors nous c'est ringard pour nous maintenant, les Grecs, tous les néoclassicismes, etc. Mais à l'époque c'était un combat, le combat de la modernité, c'est-à-dire que plutôt que de s'évader dans la science-fiction comme nous le faisons actuellement, ils ont pris référence, ils ont mythifié une Grèce antique pour pouvoir asseoir une démarche rationnelle scientifique. Et alors au niveau du dessin et de la peinture, on voit apparaître les règles de la perspective. Or, ce que nous utilisons actuellement dans les jeux vidéo et tout ça, ce sont les règles de la perspective de la Renaissance. Alors, le truc important qu'il faut que vous sachiez, c'est pour ça que je vous fais passer les casques de réalité virtuelle qui est là, c'est que déjà, ils en avaient conscience à l'époque. La perspective planaire, qu'on appelle la perspective planaire, c'est déjà une arnaque. C'est une arnaque. Ils le savent très bien. C'est-à-dire qu'on va faire croire que nous voyons comme ça. On va faire croire que le réel se traduit de cette façon-là. Alors qu'en réalité, et vous le savez, nous ne voyons pas en perspective planaire. Nous voyons en perspective curviligne, déjà, sur une surface courbe. Et surtout, ce qui est très important, c'est que l'œil vibre en permanence et nous bougeons en permanence. Donc votre perception ici de l'espace est temporelle, comme de l'information. Elle est reconstruite à chaque instant par le cerveau. Et le cerveau perçoit en 3 dimensions, en immersion et dans le temps. Votre perception, notre perception de l'espace n'a pas grand-chose à voir ni avec le trompe-l'œil, ni avec la peinture qui sont fixes. Et quand vous jouez à des jeux vidéo, on y a cru à un moment aux jeux vidéo, au shoot'em up ou à ces dispositifs-là. C'est qu'on a une reproduction sur un écran plane d'une relation de perspective planaire datant de la Renaissance à l'espace. Mais quand je bouge là, vous voyez, je suis en train de bouger, votre corps ne bouge pas. Et comme votre corps ne bouge pas, votre subconscient immédiatement décèle l'arnaque. Et il dit ouais, non, mais c'est sympa ton truc là, mais c'est pas la réalité. Hein, c'est pas la réalité, c'est une représentation de la réalité, c'est un jeu vidéo. Et chaque fois que vous jouez sur des écrans dans les jeux vidéo, votre subconscient ne rentre pas dans la boucle de commande. C'est-à-dire que la part la plus importante de vous-même, que votre corps, reste en dehors du système. Sauf que lorsque vous prenez un casque de réalité virtuelle, le casque que je vous ai filé là, le truc fondamental, et la première fois que je l'ai testé, d'ailleurs je vais vous montrer, je vais revenir un petit peu en arrière dans les niveaux parce que c'est un truc rigolo, c'est en l'an 2000, ça aussi c'est important à savoir. La première fois que je fais vraiment un test
de dispositifs immersifs en réalité virtuelle, c'était il y a longtemps. C'était en l'an 2000. Ça existait déjà depuis 2-3 ans. Et là, j'ai normalement le film, ouais, voilà, c'est cette image-là. Vous voyez, c'est la Cave. C'est ce qu'on a filmé dans The Cave à la Brown University de Providence. Et en fait, vous êtes dans un espace comme celui-ci, sauf que vous avez des lunettes à obturation, ce qui fait que vous voyez en profondeur. C'est-à-dire qu'on voit là, on verrait là, ce que vous voyez dans le casque de réalité virtuelle. Alors, le seul défaut de ce dispositif, c'est qu'il vaut $1 million. Vous voyez, c'est un peu coûteux. J'étais d'ailleurs très surpris parce que là, vous voyez, c'est des travaux d'étudiants qu'on voit. C'est-à-dire que c'était une machine qui était accessible aux étudiants. Et quand j'ai demandé au directeur d'études, à l'époque, on a fait ce petit reportage, mais comment ça se fait qu'une école d'art, puisque c'était le département art et sciences, donc un recrutement art et programmeur, avait accès à une machine à $1 million. Et vous voyez, Daniel Kish, là, le jeune étudiant, que je vais filmer, vous allez voir ce qu'il a écrit. Il a développé dans la Cave, et ça va vous parler pour ceux qui connaissent. Et il m'a montré le papier de l'école où il y avait écrit, officiel, hein, le NSFS, donc l'équivalent du CNRS, finance à raison d'$1 million, c'était écrit, hein, $1 million avec une Cave, le département multimédia de la... Tu veux un fauteuil multimédia de la... Attention à la caméra, attention à la caméra. Ouais, fais gaffe, t'as derrière toi juste le pied de caméra qui... Il faut l'aider peut-être. Ah, t'avais perdu ton smartphone? Bon, il y a des pièges. T'as perdu un truc? C'est bon? Tu t'es effondré, englouti. Ah, ça y est. On commence à perdre les spectateurs. Mais la collaboration, c'est la survie. Et voilà. Ouais, c'est dur, hein. J'ai déjà donné. Non, mais aidez-le, il pourra pas. C'est comme des sables mouvants, ils aspirent. Ça. Ah oui, ça fait rien, merci. Il pourrait, ouais. Je vais essayer d'aller à Chacun reprend son siège et chacun fait son impression. oui, en même temps. Et au lieu de me dire comment, je peux tomber de dos, c'est chiant. C'est perception entre le VR et cette expérience-là. Alors c'est pareil, c'est exactement pareil, c'était ça qui était impressionnant. Alors ce qu'a fait Daniel Kiff, là vous verrez, c'était très rigolo, il avait été acheter un pinceau au magasin du coin, avec un gros bouton dessus, et en fait il peignait, c'est-à-dire en appuyant sur le pinceau, tu peignais dans l'espace. Bah, c'est Tilt Brush, c'est-à-dire que j'ai testé Tilt Brush en l'an 2000, tu vois, avant qu'il ne se répandait à l'époque, donc dans les documents fournis par l'école, il y avait écrit « Nous finançons à raison d'$1 million la Brown University pour maintenir et assurer la suprématie des États-Unis dans le contrôle de l'information dans le monde. » Pas mal quand même. Il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas de théorie du complot, hein, c'est écrit noir sur blanc. Déjà les États-Unis, alors après on pourra y revenir, hein, mais c'est qu'il faut savoir que depuis au moins la cybernétique, le traitement de l'information fait partie des enjeux, et l'art en particulier fait partie des enjeux stratégiques américains. Nous, on est totalement à la ramasse. Le NFSS, tu vois, l'équivalent. C'est l'équivalent aux États-Unis. C'est ça, c'est l'équivalent du CNRS. C'est le plus gros financement scientifique américain. C'est NSFS ou un truc dans ce genre-là. Et alors donc, c'est Tilt Brush, vous voyez, on dessine un pot de fleurs, là. Il est en train de dessiner un pot de fleurs. Donc, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que, alors donc je reviens sur la perception des mondes virtuels, de la réalité virtuelle. Alors vous voyez, c'est moi, j'avais pas mes petites oreilles, et puis voilà, j'avais pas un look terrible en fait. Il faudrait que je le retravaille cette époque-là. Alors je disais quoi? Ah oui, alors quand vous mettez le casque de réalité virtuelle, et c'est ça qui est très important à comprendre, comme dans la cave, vous synchronisez votre système vestibulaire avec votre vision. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que pour vos yeux, pour le néocortex, pour le conscient, ce que vous voyez reste faux, mais comme le système vestibulaire, qui est relié direct au subconscient et surtout lié au corps, perçoit le mouvement, pour le subconscient, c'est perçu comme vrai.
ce qui fait que les gens ont le vertige. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, vous savez très bien que vous êtes en train de marcher dans un monde virtuel, sauf que vous avez le vertige. Pourquoi vous avez le vertige? Parce qu'on vient de faire entrer le subconscient dans la boucle de commande. Hein, et ça, c'est énorme. C'est énorme, c'est une des parties que... Alors, maintenant, je reviens. Donc, je vous ai expliqué la perspective. On va sauter donc, dans les niveaux suivants. Voilà, et on va revenir à l'invention de la perspective. Je vous remonte juste un truc dans l'invention de la perspective. Alors, les trajets sont importants. Par rapport à... Par exemple, je pourrais vous faire du PowerPoint. Mais outre le côté vidéoludique d'être immergé dans une piscine à bulles au milieu de mon univers, le fait qu'on fait un trajet permet au cerveau de fixer l'information que je viens de donner. Ce qui ne se passe pas quand on passe de slide en slide. Et là, je retourne donc, dans l'invention de la perspective, juste pour vous montrer un petit détail. Et je les ai mis à l'intérieur. Donc je vous expliquais là. Alors vous étonnez pas si ma conférence est bordélique. C'est comme ça. Je suis chaotique et je me balade d'un truc à l'autre comme ça. Et quand elle est non linéaire, voilà, c'est ça. Et là, je rentre à l'intérieur donc, du baptistère qui avait servi à... Donc je vous expliquais, on a deux grands penseurs, Brunelleschi qui simule sur le baptistère de Florence, on y est allé avec ma chérie pour faire une cérémonie là-bas, tellement c'est un lieu extraordinaire dans l'histoire de l'immatérialité. Donc il démontre qu'il y a correspondance entre le dessin de perspective et le lieu réel sur le baptistère. Et d'ailleurs, vous avez, j'ai récupéré sur Internet aussi la grande église qu'il y a derrière. Et à l'intérieur du baptistère, j'ai ouvert une porte. Et alors, j'ai mis plusieurs trucs importants. Et là, j'ai mis Jodorowsky, ici, qui raconte quelque chose. Et là, Terry Gilliam. Tous les deux dans des interviews que j'ai fait d'eux. Et surtout, j'ai mis ici, voilà, un truc absolument génial. Vous avez ici le premier scanner 3D de l'histoire. C'est-à-dire le suivant, celui qui arrive après Brunelleschi, c'est Battista Alberti, qui sort un bouquin qui s'appelle De Statua. Et vous voyez, il fabrique un système qui permet de mesurer en 3 dimensions un personnage, une sculpture ou un objet. C'est-à-dire le principe, c'est que vous avez un rapporteur qui donne les degrés, vous avez une règle qui donne la distance, et vous avez un fil à plomb qui vous permet de mesurer point par point dans l'espace un objet. Et ça fabrique un listing qui est littéralement une description tridimensionnelle d'un objet. Donc ça, c'est le premier scanner 3D que j'ai reproduit là avec un de mes petits personnages. Et donc, c'est important parce qu'on commence à avoir une relation à l'art, on va dire scientifique. C'est-à-dire que l'art devient une science et utilise des outils scientifiques. Et il commence à y avoir une symbiose très très forte entre la démarche artistique qui, paradoxalement, est une démarche complètement irrationnelle, décomplexée, où on fabrique n'importe quoi et on raconte n'importe quoi, et des stratégies et des techniques ultra rationnelles, ultra quantifiées, ultra scientifiques. Tout ce que nous vivons là autour de nous, c'est de la science. La réalité virtuelle, etc., c'est le sommet de la science contemporaine. Et tout ça, pourquoi ? Pour que des allumés comme moi fabriquent des univers virtuels complètement délirants pour aller se draguer dans les couloirs un peu plus loin. Cela étant dit, juste avant la Renaissance, l'art est complètement lié avec la technique. La technique, absolument. Tu as complètement raison. Les artistes n'étaient pas des foufous. Absolument. Très techniques, voire ils étaient même ingénieurs. Tout à fait, tu as complètement raison. L'art a toujours été lié à la technique. Alors c'est parfait, puisque justement j'y arrive. J'arrive à la technique. C'est-à-dire c'était l'élément que je voulais dire, c'est qu'il y a un élément commun qui est au-delà de la science, qui est justement la technique. La technique. C'est-à-dire la technique vient du mot techné. Et on va retrouver dans un bouquin, alors vous trouverez la techné dans un bouquin, la référence à la techné, dans un bouquin qui est celui-ci, qui est Éthique de Nicomaque, ou Éthique à Nicomaque. Et en fait, les Grecs anciens avaient plusieurs techniques pour comprendre ce qu'est le réel. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons la science. En fait, la science est l'outil conceptuel, cognitif, le plus performant que nous ayons pour essayer d'expliquer ce qu'est le réel. Il faut penser qu'à l'époque de la Grèce antique, c'était une civilisation justement mystique, avec des dieux, etc. Ils avaient un peu la science, mais qu'en était à sa balbutiement. Et là, dans Éthique et Nicomaque,
C'est une prof de philo de Nantes qui m'avait raconté ça il y a très très longtemps sur Newsnet. Elle m'avait expliqué ça sur Newsnet, Nathalie Labrousse. Et éthique et Nicomaque. Alors il faut bien penser que savoir déjà comment pensaient nos grands-parents, c'est une gageure. Alors pour savoir comment pensaient les Grecs antiques, c'est carrément de la fiction totale. Mais bon, ils nous ont laissé des textes qu'on peut plus ou moins interpréter. Donc une interprétation qu'on peut faire, c'est qu'en gros, les Grecs avaient, c'est comme dans le Seigneur des Anneaux, ils avaient 5 systèmes. La phronésis, qu'on pourrait traduire par la prudence, l'épistème, qu'on va traduire par l'épistémologie, la techné, qu'on va traduire par technique, mais c'est des réductions en fait qu'on va faire, la sophia, qui donnera bien évidemment la philosophie, et alors comme dans le Seigneur des Anneaux, hein, ce qui les chapeaute tous, c'est le noo qui est la spiritualité, la noosphère, hein, et qu'on a abordé, qu'on a évoqué tout à l'heure. Et si vous passez par toutes ces étapes-là, qui sont des étapes initiatiques, donc il faut savoir que chez les Grecs, la connaissance n'est pas exotérique. C'est-à-dire nous sommes dans une civilisation exotérique. Ça veut dire que c'est les encyclopédies d'Alembert Diderot. C'est-à-dire qu'un savoir peut être transmis sans déperdition d'un individu à l'autre par un dispositif pédagogique, scolaire ou littéraire. La Grèce antique est une civilisation de savoir ésotérique, occulte et initiatique. C'est-à-dire qu'il y a des savoirs qu'on ne peut pas transmettre de façon exotérique. Il faut que vous ayez un maître, que ce maître vous initie et que vous passiez par un processus d'apprentissage spécifique à chaque fois qui vous fait connaître quelque chose. Et l'art est de ce domaine-là. La pratique de l'art est de ce domaine-là. Et alors donc, je ne sais pas, alors le principe c'est que vous passez par ces 5 étapes et là vous êtes à l'égal des dieux, c'est-à-dire vous savez qui vous êtes, ce qu'est l'univers, etc. Alors, j'ai pas encore fini les 5 étapes, mais j'en ai une que j'ai résolue, donc je vais vous l'expliquer, c'est la techné. Pourquoi la techné? Parce que je suis un artiste. Les artistes sont tous dans la techné, comme les ingénieurs et les artisans, etc. Alors c'est quoi la techné? C'est pas du tout la technique qu'on imagine, la technique exotérique. La techné, c'est le problème qu'ont tous les gens qui ont comme problème de résoudre, de faire exister quelque chose qui est du domaine de l'immatériel conceptuel, de l'information, dans le réel, dans la matière. Et très vite, vous vous rendez compte que le réel ne se laisse pas faire. C'est-à-dire quand vous êtes artiste, vous commencez à dessiner, et puis vous êtes là, vous avez une super idée en tête, vous commencez à dessiner, et là, ça ne le fait pas. En général, ça ne le fait pas. Vous vous rendez compte que le réel se bat, lutte. Vous êtes obligé, vous, de lutter contre le réel. Et alors, je prends l'exemple du dessin parce que c'est la meilleure illustration. Vous commencez à dessiner. Déjà, vous commencez à vous rendre compte qu'il va falloir transcrire ce que vous avez en tête en quelque chose en 2D, qui est un trait de crayon. Et puis après, il va falloir commencer à maîtriser votre mouvement, c'est-à-dire le corps. Le corps est très important dans l'acte de dessiner. Et petit à petit, vous y arrivez, sauf que ce que vous aviez en tête va être différent au bout d'1 heure, 2 heures de croquis, de ce que vous vouliez. C'est-à-dire que vous avez commencé à établir un dialogue avec le réel. Le réel, il y a un feedback, vous échangez. Alors quand j'avais interviewé les chercheurs du CNRS, du laboratoire de robotique de Paris, il y a quelques années, ils m'avaient montré des super robots en intelligence collective qui fonctionnaient super bien sur leurs ordinateurs. Et là, je dis, ah, mais c'est génial, alors du coup, vous allez les fabriquer. Et là, l'ingénieur, le chercheur, plutôt, m'a dit, oui, mais le problème, c'est que tant que c'est dans le monde d'informatique, ça marche très très bien. Après, c'est quand on commence à les fabriquer que ça marche plus du tout. C'est-à-dire que le réel ne se laisse pas faire, même quand vous êtes ingénieur, surtout quand vous êtes ingénieur, vous vous heurtez à des problèmes de matériaux, des problèmes de tout un tas d'autres choses qu'il va falloir maîtriser. Et bien c'est ça la technique. C'est-à-dire que quand vous dessinez, vous finissez par savoir comment il faut dealer avec le réel pour réussir à aboutir ce qu'on veut. Et cette connaissance-là est une connaissance initiatique ésotérique. C'est-à-dire que même si j'ai un assistant à côté de moi qui répète tout ce que je fais, qui m'observe, il va développer sa propre technique. Vous voyez le principe, c'est important de concevoir ça. C'est-à-dire que ça, c'est ce que je vous dis là, c'est un savoir ésotérique. Il y a des savoirs qui ne sont pas transmissibles, qu'on ne peut acquérir que par la pratique. Et en particulier, alors justement, l'œuvre d'art, qu'est-ce que c'est? C'est là que ça devient vachement intéressant en termes d'information. Quand vous regardez une œuvre d'art, vous avez à la fois ce qui est représenté, mais vous avez aussi tout ce voyage qu'a fait l'artiste avec l'œuvre. Et l'œuvre a évolué régulièrement. Et ça, nous le percevons. Et moi, je dis, c'est une affirmation, nous le percevons de façon subliminale. C'est-à-dire, de façon subliminale, nous percevons dans chaque œuvre d'art
la part mystérieuse, magique, qui appartient à l'immatériel, qui a été ce chemin parcouru avec le mystère du réel qui a fait l'artiste et l'auteur. Alors là, vous me dites, Yann, tu es en train de partir en live total. Partir en live total. Ben voilà. Alors, du coup, pour vous démontrer que je ne dis pas que des conneries, j'ai pris 2 exemples. C'est des sommités de l'art, donc Terry Gilliam. L'artiste, c'est une antenne de radio qui capte ses formes. Ça, vous allez retrouver dans énormément de discours d'artistes. C'est-à-dire que quand vous travaillez, quand vous êtes dans la techné, à un moment, il y a un moment mystique, fabuleux. Et tout d'un coup, vous sentez une énergie qui passe à travers vous, et c'est plus vous qui dessinez ou qui peignez, c'est quelque chose d'autre qui se sert de nous. Et on est pris dans ce moment-là. Que Stanislavski, dans le bouquin qui s'appelle La formation de l'acteur, appelle l'instant créateur. On peut appeler ça l'inspiration. Et alors, j'en ai un autre que j'adore, c'est un jour j'ai interviewé Jodorowsky. Bon, je suis tombé, je vais continuer à vous parler des profondeurs du truc. Alors, ce qui est important là, on va quitter Jodo, je vais vous répéter ce qu'il a dit, c'est que, en fait, ce que dit Jodo, c'est que, non mais c'est pas terrible parce que là je disparais vraiment, je préfère que tu m'aides à sortir. Oui, j'ai perdu l'équilibre, je suis tombé. Bon, je reprends. Alors, je vous redis ce qu'a dit Jodo. Jodo dit, en alchimie, il y a la voie humide et la voie sèche. La voie humide, la voie sèche, c'est quand tu travailles, tu pries, tu relis, et puis tu trouves. Et la voie humide, ce sont des forces mystérieuses qui viennent du cosmos, qui te tombent dessus et tu trouves tout de suite. Et à ce moment-là, à la fin de l'interview, je lui dis, tu sais ce que tu as dit sur l'alchimie, là, ça me fait beaucoup penser au travail de l'artiste, au travail de l'art. Et là, il n'a même pas réfléchi, mais il dit, ah oui, mais tout ça, Yann, en art, c'est pas du tout comme en alchimie. Si tu ne passes pas par la voie sèche, quand la voie humide te tombe dessus, tu fais rien que de la merde. Donc vous voyez le principe, c'est-à-dire que, quand, par exemple, si vous êtes musicien, la voie humide, vous la connaissez. C'est-à-dire que vous jouez et vous portez tout le monde. Stanislavski, dans le métier d'acteur, raconte ça d'un jeune acteur qui est inspiré dans ce moment-là. Et là, il emporte tout le monde à ce moment-là. Ça, c'est la voie humide. Et en fait, quand vous faites de l'art, ça vous arrive, ça nous arrive régulièrement. Ce moment-là, c'est une énorme défonce. On pète les plombs, c'est 1000 orgasmes multipliés. Sauf que si on n'est pas doué, si on n'est pas passé par la technique avant, ben, lorsqu'on essaie de transcrire ce qui passe à travers nous, on est tellement maladroit qu'il n'y a que nous qui savons que nous sommes inspirés à ce moment-là. Et alors, il reste combien de temps, à ton avis? 20 minutes. Voilà. Et alors là, maintenant, je vais terminer, après tous ces prémices, pour vous montrer le plus beau niveau, enfin celui qui finalement pour moi est un des plus réussis du No Museum. On va aller voir Velázquez. Alors, donc là, je vous ai expliqué l'invention de la perspective. Je vous ai expliqué la technique, justement pour rebondir avec ce que tu avais dit avant que tu t'engloutisses. J'avais rebondi sur la technique et la techné. Et là, on va aller vers, on va dire, le précurseur de Geekopolis.
Moi, j'aurais tendance à dire, non, là, ça, c'est Descartes, qui est très rigolo, mais on va zapper. Je vais vous zapper Robin des Bois aussi. Parce que tu veux que je fasse Robin des Bois? C'est hors sujet. Bon, alors, vous voyez, je porte un gilet jaune. C'est parce que je fais référence à Robin des Bois. Ça n'a pas l'air, hein. Je vais vous faire très vite, Robin des Bois. Allez, je vous pose une question. Contre qui se battait Robin des Bois? Hein, le méchant shérif de Sherwood. Hein, c'est bien ça. Hein, et puis il y a Richard Cœur de Lion et tout ça derrière. En fait, vous êtes complètement à côté. C'est ce que l'histoire raconte, mais on a complètement occulté le vrai combat de Robin des Bois. En fait, c'est dans un bouquin que vous voyez là. Ça va, t'as besoin d'aide ou non? Tout va bien? Le bouquin qui est à côté, qui est un bouquin écrit par un néoludite. En fait, l'Angleterre, à l'époque de Robin des Bois, est en train importe énormément de tissage. C'est-à-dire qu'ils ne produisent que très très peu de tissage et importent la majorité de leur tissage, ce qui est une perte économique. Donc le roi d'Angleterre de l'époque décide de rattraper le retard dans la fabrication de tissage anglais et dit au shérif de l'ensemble du pays de raser des pans entiers de forêt pour installer les pâturages pour les moutons, pour les tisserands. Et donc, en faisant ça, il met à la rue ceux qui vivent dans et de la forêt, les forestiers. Et la révolte de Robin des Bois, c'est la révolte, c'est une révolte écologique, c'est une des premières grandes révoltes écologiques, et je dirais aussi qui précurseur des révoltes prolétariennes, c'est la révolte de tout un corps de population qui se retrouve exclu de la société par un changement économique et industriel à l'échelle du pays. Et alors, ce qui est très rigolo, c'est que 5 siècles plus tard, et ça va s'accélérer en suivant d'ailleurs la loi de Moore, 5 siècles plus tard, dans la même région, vous avez la révolte des Ludites. Est-ce que vous voyez ce que sont les Ludites? Alors, ça ne vient pas du mot ludo, de jouer. C'est en fait un personnage emblématique qui est représenté là, qui s'appelle Ned Ludd, qui n'a sans doute jamais existé, comme Robin des Bois. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les mêmes tisserands, dans les périodes de 1812 et quelques, les mêmes tisserands se retrouvent à la rue à cause de l'arrivée des machines-outils. C'est-à-dire c'est le développement des machines-outils qui permettent la fabrication, l'arrivée des premières manufactures, qui produisent du tissu en grande série bon marché et qui mettent à la rue les tisserands. Les mêmes tisserands qu'ont viré les forestiers 3 siècles plus tôt, ou 5 siècles plus tôt. Et du coup, ils se révoltent et cassent les machines. Ils détruisent les machines. Donc, ils sont repris. Actuellement, il y a des mouvements néoludiques qui sont contre la technologie, contre l'informatique, qui sont, on va dire, aussi écologistes, un peu radicaux. Et ils ont repris le terme de ludite pour freiner l'accélération du progrès contemporain qui nous amène à l'apocalypse, à la singularité écologique. Et alors ce qui est rigolo, c'est que vous voyez, Ned Ludd, alors Ned Ludd n'existait pas, c'est-à-dire qu'en fait, les ludites envoyaient des lettres aux patrons de manufacture dans lesquelles ils écrivaient, c'était des lettres de menace, fais attention parce que le roi Ludd va te faire ton compte, il va te régler ton compte. Et en fait, les ludites se déguisaient en femmes parce que ça déroutait la garde nationale. C'est-à-dire quand ils envoyaient la garde royale pour les dégommer, ils se déguisaient en femmes pour foutre le bordel. Donc je trouve aussi assez rigolo cette utilisation alors est-ce que c'est du féminisme précurseur ou autre? On peut se poser la question, mais c'est assez intéressant. Donc voilà, ça c'était l'aparté, ça fait là. Et alors donc, pourquoi les gilets jaunes? Pourquoi je raconte ça aux gilets jaunes? C'est très exactement le même problème. C'est-à-dire qu'on a toute une frange de population en France qui s'est retrouvée sans s'en rendre compte. C'est-à-dire que ce n'est pas des mouvements politiques ou organisés. C'est-à-dire que ce sont des gens qui se sont retrouvés précarisés à cause de l'augmentation du coût des prix des énergies fossiles. Et donc sur le prix mensuel, sur les revenus mensuels, ça a fini par les précariser, et ce qui a déclenché cette révolte générale, quasi spontanée, globale, plus ou moins politique, qui est la révolte des Gilets jaunes, qui pour moi s'inscrit complètement dans ces différents mouvements, je dirais proto-prolétaires de l'époque. Alors, est-ce que tu peux d'accord à dire que justement il y a aussi un rapport avec la technologie qui remplace les emplois exactement. Non, mais alors, les ludites, un peu moins pour Robin des Bois, puisque Robin des Bois, c'est l'arrivée des tisserands, on est encore dans l'artisanat, mais alors clairement pour les ludites, c'est devenu emblématique de la perte d'emploi à cause de la technologie. C'est pour ça que tu as des groupes qui se réclament d'être néoludites et qui vont être de plus en plus virulents et forts avec la popularisation des robots autour de nous. Tu
vois, je pense que le terme de ludite a de beaux jours devant lui. Ça va? Alors, je termine donc avec, parce que vous avez compris, hein, si vous me branchez sur un truc, c'est parti pour 1 heure. Et on va aller voir ce tableau. Alors, vous connaissez ce tableau, tous? Hein, c'est les Ménines de Velázquez. Alors, qui connaît le secret du tableau? Les Ménines, le secret de ce tableau. Je te montre le tableau réel, hein, que j'ai décomposé en 3D, mais là, je te montre le tableau réel. Voilà. Alors, c'est un tableau, a priori, très très chiant. Alors, qui connaît? Alors, vous êtes 2 à le connaître, hein, c'est ça? Alors, oui, toi, tu connais de fait. Forcément, du coup, je vais peut-être pas... Alors, a priori, c'est un tableau de cours. A priori, comme tous les tableaux de cours, c'est très chiant. Pourquoi c'est très chiant? Parce que les tableaux de cours, c'est l'équivalent de nos actualités. C'est-à-dire, c'est des tableaux, en général, qui servent à formaliser un événement politique de l'époque, ou un événement social, et en l'occurrence, d'ailleurs, à l'origine, dans ce tableau, il n'y avait que l'infante et un petit page à gauche. L'infante, c'est la jeune fille au milieu. Et c'était un tableau qui, à l'origine, servait à commémorer l'intronisation, si on peut dire, de l'infante comme future reine d'Espagne. Sauf que, comme le roi a finalement eu un enfant mâle après l'infante, c'est l'enfant mâle qui héritait du trône, et donc le tableau est parti. L'infante perdait son statut de future reine d'Espagne, et le tableau est parti dans un placard. Et c'est là que le tableau devient intéressant. C'est-à-dire, quelques années plus tard, Velázquez, le peintre qui s'est autoportraituré à gauche, sort le tableau du placard et peint tout ce que vous voyez là. Et alors, du coup, cette analyse que je vais vous faire du tableau de Velázquez, je l'ai appelé Velázquez Aristopunk. Velázquez, comment? Aristopunk. Voilà, hein, c'est un punk aristocratique. Et vous allez voir, c'est un moment de... tout ce tableau-là, c'est un moment de grâce à tous les niveaux. Alors, j'ai récupéré sur Internet, sur Google Earth, ils ont mis le tableau en très 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 haute définition. Ce qui fait que vous pouvez zoomer à l'intérieur. Et donc, je l'ai décomposé, j'ai reconstruit. C'est une perspective frontale, c'est pour ça que je vous ai parlé de la perspective. Hein. C'est une perspective frontale. Ah oui, j'ai pas terminé, je voulais vous dire aussi. Vous ne voyez pas comme ça. C'est-à-dire que vous voyez dans le temps, hein, si je l'ai dit, avec la réalité virtuelle et le cas de réalité virtuelle. C'est-à-dire que notre perception de l'espace n'est pas du tout est beaucoup plus complexe que la perspective planaire. Mais ça ne fait rien, on est en pleine renaissance. C'est un tableau qui exploite la perspective planaire, et on a Velázquez qui va sortir ce tableau qui était beaucoup plus simple, et qui va peindre tout ça, et surtout, qui s'auto-portraiture. Il se fait un autoportrait. Et il se fait un autoportrait qui n'est pas du tout innocent. C'est-à-dire, vous voyez, alors, il s'est peint avec la croix de l'ordre de Santiago, qui est le plus haut ordre du noblesse d'Espagne. Il s'est peint avec l'épée. Il a une épée sur le côté, et il a une bourse qui contient les clés du palais. On sait maintenant, c'est que cette bourse sur le côté, c'est les clés des appartements royaux. Alors, on ne peint pas comme ça. Hein, c'est un selfie, c'est un super selfie ce tableau. C'est-à-dire que quand il est dans son atelier, qu'il est en train de peindre, il n'est pas habillé comme ça, avec l'épée, etc. Donc c'est bien une mise en scène qu'il est en train de faire. Mais pourquoi fait-il cette mise en scène? Alors, on va regarder déjà le premier truc qui tue grave dans ce tableau. Qui, Velázquez, est-il en train de regarder? Eh bien, il est en train de nous regarder, nous qui nous tenons devant le tableau. Mais qui sommes-nous? Eh bien, on ne sait pas, parce que vous voyez que le tableau sur la gauche nous tourne le dos. Hein, donc on ne sait pas qui Velázquez et que tout ce monde-là est en train de regarder. On s'en doute un peu, mais on n'a rien, sauf qu'à la fin, au fond de la pièce, Velázquez a peint un miroir. Vous voyez? Et dans le miroir, que voit-on se refléter? On voit se refléter le tableau. Et qui voyons-nous sur le tableau? On voit le roi et la reine d'Espagne. Donc Velázquez est en train de peindre nous. Et qui sommes-nous? Ben, nous sommes les avatars du roi et de la reine d'Espagne. Ceci est le premier tableau dont nous sommes le héros. Ce tableau est précurseur de tous les jeux vidéo. Hein, dans ce tableau, chacun vous tenez devant ce tableau, vous êtes l'avatar du roi et de la reine d'Espagne. Alors ce qui est très important, c'est que Velázquez, à l'époque, alors évidemment, Daniel Arras serait furieux que je fasse un tel jeu mental, puisque, bien évidemment, Velázquez n'a pas anticipé les jeux vidéo. Ce que fait Velázquez là, c'est qu'il est en train de reproduire un très très vieux tropisme des artistes, à essayer, et des humains d'ailleurs en général, à essayer de recréer une réalité virtuelle tellement réaliste qu'on pourrait s'y tromper. Sauf qu'il n'a pas les moyens à l'époque, et donc il fait ça avec un jeu mental. Et c'est ça qui est génial.
C'est-à-dire que c'est du conceptuel, c'est du pur conceptuel. Grâce à ce jeu mental, nous nous retrouvons là tous dans la cour du roi d'Espagne. C'est une machine à remonter le temps, et nous sommes donc les avatars du roi et de la reine d'Espagne. Donc ça, cette analyse que je viens de vous faire, c'est l'analyse officielle du tableau. Et maintenant, je vous montre le truc qui m'a fait 5 orgasmes. C'est-à-dire qu'en décomposant le tableau, j'arrive sur un personnage important, sur Lugalers, qui est le personnage qui est là. Don José Nieto Velázquez, au fond, vous voyez, ce personnage-là, qui est tout au fond, qui est... Alors c'est intéressant parce qu'il pose un problème d'ailleurs à tous les critiques d'art, c'est qu'il est au centre de convergence de la perspective. C'est-à-dire toutes les perspectives convergent sous son bras. Et il est en contre-jour sur la porte. Donc Velázquez est en train de nous dire, là-bas, au fond, il y a un personnage important. Il faut penser que ces tableaux-là, ce n'est pas des photos, hein, c'est-à-dire c'est un boulot monstrueux, il a bossé des années sur ce tableau. Chaque détail a été pensé. Donc, il se passe quelque chose avec Don José Nieto Velázquez. Arras et Foucault, les deux grands critiques d'art, lorsqu'ils analysent ce tableau, disent Don José Nieto Velázquez qui est en train de repousser un rideau au fond de la pièce. Et lorsque je zoome sur le tableau sur Google Earth et que j'arrive au niveau de Don José Nieto Velázquez, c'est là que j'ai une des grandes simulations de cyberpunk. Il n'a pas la main sur le rideau. Il a en fait la main sur une poignée de porte. Vous voyez, on voit la poignée, on voit le pen. Il n'est pas en train de repousser un rideau, il est en train d'ouvrir ou fermer une porte qui est là-bas au fond. Alors déjà, il faut penser que ce tableau, ça fait 3 siècles qu'il est analysé. Et il y a un petit mec cyberpunk dans son coin, là, au XXIe siècle, qui découvre un truc que personne n'a vu depuis 3 siècles. Donc ça, déjà, c'est kiff grave. Mais alors, c'est pas fini, parce que vous allez me dire, bah ouais, mais Yann, quelle importance? Yann, quelle importance. Il a la main sur une poignée de porte, il n'est pas en train d'ouvrir un rideau, qu'est-ce que ça change? Sauf que là, coup de peau, c'est qu'en plus, je suis en train de le décomposer en 3D. Donc, et là, je vais me faire le Da Vinci Code, tout seul dans mon coin. Lorsque je reconstitue la perspective planaire frontale, ce qui est très facile et quasi scientifique, je suis obligé de respecter les rapports de proportion pour que tout ça fonctionne. Alors déjà, je découvre que le niveau de la perspective, alors ça c'est très technique, la ligne d'horizon n'est pas à 1m60 comme c'est la coutume à l'époque, c'est-à-dire à une hauteur d'adulte, elle est à 1m20, 1m30, à la hauteur d'un enfant. C'est-à-dire que quand il a fait ce tableau, Velázquez s'est mis du point de vue de l'enfant. Donc ça c'est un private joke assez intéressant, mais surtout, lorsque j'arrive à la porte qui est tout au fond, je m'aperçois d'un truc rigolo. C'est que vous voyez, il y a une anomalie sur l'emplacement de la poignée de porte. Elle est trop basse. Alors il y a 2 solutions. Soit c'est parce que la porte est en haut d'un escalier, ce qui n'est pas très drôle, mais c'est une option valable. Mais moi je préfère l'autre, c'est de dire, mais là, Velázquez est en train de nous dire de façon totalement cryptée, il y a une pièce là-bas au fond qui est faite pour un enfant. La poignée de porte est à la hauteur d'un enfant. Or, des enfants et des nains, il y en a plein de tableaux. Ils sont là. On ne va pas mettre une poignée de porte à cette hauteur-là pour un nain qui est là pour divertir la cour. Donc c'est là-bas, Velázquez nous dit, c'est la chambre d'un enfant royal. Donc moi je me dis, bah, c'est l'infante, forcément, c'est la chambre de l'infante. Surtout que Don José Nieto Velázquez, c'est le grand chambellan qui s'occupe de la reine et forcément de l'infante. Et c'est un jeune réalisateur pour Arte qui s'appelle Zanahorias qui va me donner la clé. C'est-à-dire qu'il n'avait pas vu le coup de la porte, la poignée à cette hauteur-là, mais il me dit, mais on sait qu'est-ce que c'est la chambre au fond. La chambre au fond, là-bas, ce sont les anciens appartements du jeune roi qui vient de mourir. Et en fait, le roi a donné les appartements du jeune roi à Velázquez, qu'il a transformé en atelier. Donc Velázquez, de façon extrêmement discrète et subtile, est en train de nous dire, regardez, je suis dans les appartements du jeune roi. Alors pourquoi il fait ça? Et alors là, vous allez voir, c'est le roman, c'est le storytelling de la mort qui tue. C'est que Velázquez n'est pas noble. Velázquez, c'est un roturier. C'est un peintre, il travaille. Et pour la noblesse d'Espagne de l'époque, mais pour toute l'aristocratie européenne, on ne doit pas travailler. Tu ne peux pas être noble et travailler. Il y a quelques très très rares exceptions près. Et donc, Velázquez veut être anobli. Sauf que l'ordre de Santiago, qui est l'ordre de la cour d'Espagne, refuse que Velázquez soit anobli. Et je pense qu'avec le roi, ils ont monté un coup d'enfer. C'est-à-dire qu'on sait que Velázquez, et par le roi, a envoyé Velázquez en Italie peindre le portrait du pape.
C'est-à-dire, et alors Velázquez, il est déjà punk à cette époque, puisqu'on a des lettres du roi. Au bout d'un moment, Velázquez, il se plaît tellement en Italie qu'il ne veut plus revenir. Et on a des lettres du roi qui écrit à un diplomate à Rome en lui disant clairement, tu prends Velázquez, tu le mets dans un carrosse et tu me le ramènes au palais, parce qu'il ne voulait plus rentrer. Et donc Velázquez va peindre un portrait du pape qui est très très célèbre. Et de retour en Espagne, de retour à Madrid, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure, Madrid ou à Rome? Bon, ça fait rien. De retour à Madrid, le pape meurt, mais le pape suivant autorise, donne sa dérogation à Velázquez pour qu'il soit anobli. Alors c'est très important d'être anobli, il faut penser, nous on n'a pas conscience de ça dans notre époque, mais ça rejoint beaucoup notre futur d'ailleurs. C'est que on n'est pas libre. Si vous êtes un prolétaire, si vous êtes un travailleur, vous n'êtes pas libre. Les seules personnes libres qu'il y a à cette époque-là, ce sont les aristocrates. C'est très important d'être noble pour être libre. C'est symbolique, mais c'est puissant. Et donc Velázquez, dès qu'il sait qu'il va être anobli, qu'il a l'autorisation, il sort le tableau du placard, il peint tout ça, et surtout, il se peint avec les emblèmes de l'aristocratie, et les plus hauts emblèmes de l'aristocratie. En fait, ce tableau, c'est un fuck la cour. C'est pour ça que je dis Velázquez aristopunk, c'est que dans ce tableau, il est en train de faire, à la cour d'Espagne, fuck les mecs. Regardez, je suis avec l'ordre de Santiago, je porte les clés, j'ai les clés des appartements royaux, et il faut savoir que le tableau, à l'origine, ne s'appelait pas les Méline, mais s'appelait la famille du roi d'Espagne, et je suis avec la famille du roi d'Espagne, et en plus, il le dit d'une façon extrêmement subtile et élégante, je suis dans les appartements du jeune roi. C'est-à-dire que je suis au plus haut niveau de la royauté. Donc ce tableau, c'est un selfie, c'est pour ça que je dis ce tableau est un selfie cyberpunk. C'est aussi un tableau emblématique de la modernité dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire de l'immersion. C'est-à-dire qu'on a le respect des règles de la perspective, qui est la perspective immersive, qui fait un jeu mental. À l'époque, il ne peut pas faire autrement, il n'a pas les casques de réalité virtuelle, donc il fait un jeu subliminal pour nous convaincre, et c'est ce que nous faisons tous, artistes, pour essayer de solliciter le subconscient. Donc il met en place le subconscient dans la boucle de commande par la connaissance. C'est lorsque vous connaissez la signification du miroir au fond que vous comprenez toute la portée du tableau et que l'effet immersif commence à jouer. Alors évidemment, il n'a pas accès au système de réalité virtuelle. Et alors c'est là-dessus qu'on le double grave, nous, artistes contemporains. Donc je terminerai là-dessus parce que vous imaginez bien là où nous sommes. C'est-à-dire que ça fait... Alors je ne vous l'ai pas montré, j'ai une autre analyse qui est l'analyse des métaphores sexuelles cachées dans les grands films américains. Mais c'est surtout pour vous montrer que c'est très volontaire. C'est-à-dire que les métaphores sexuelles, c'est un peu le truc potache, mais qui est très puissant. C'est-à-dire quand vous réussissez, alors tous les artistes s'amusent à faire ça, à caser des métaphores sexuelles, soit pour le fun, soit de façon extrêmement volontaire et concrète, par exemple dans Alien, dans Blade Runner, dans Matrix. Pourquoi ? Parce que la sexualité est le truc du subconscient qui est le plus puissant chez nous. C'est un des moteurs de traumatisme, de vie, de quête, qui sont extrêmement puissants. Et si vous arrivez en tant qu'auteur et artiste à réveiller le subconscient et à faire émerger dans la relation à l'information des parts subconscientes aussi puissantes, alors que la mort évidemment, mais que la sexualité, vous avez gagné un investissement énorme. C'est-à-dire que le spectateur va s'investir 10 000 fois plus dans l'œuvre que si vous racontez juste le premier niveau conscient d'histoire. Et alors donc, avec la réalité virtuelle, nous avons une ligne directe vers notre subconscient. C'est-à-dire nous, en tant qu'auteurs et artistes, là maintenant, on peut aller appuyer sur tous les boutons qu'il faut, qui sont là tout au fond dans le subconscient, et donc démultiplier de façon radicale l'investissement sensuel, émotionnel, relationnel du spectateur à l'œuvre. Et je vais m'arrêter là avant que vous soyez engloutis dans les petites boules. Ça va là, hein? Alors, oui, alors à position. Merci.